Grégory Quin, historien, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne, spécialisé sur l'histoire du sport, et particulièrement l'histoire du sport suisse, mais plus largement en fait l'histoire du sport à travers notamment le continent européen depuis le 19e siècle. J'ai une petite spécialisation dans l'histoire du ski à travers le massif alpin. Je m'intéresse au développement des stations de ski et de la pratique en fait du ski alpin qui est inhérente au développement de remontées mécaniques. J'ai commencé en fait mon parcours en histoire en m'intéressant à l'histoire en fait de l'éducation physique à consonance médicale dans l'Europe francophone. Et c'est des travaux que je continue en fait en parallèle à mener justement sur les enjeux de représentation du corps, de construction du corps, depuis les activités ludiques jusqu'aux dimensions les plus militaires ou scolaires d'un autre côté. L'idée d'utiliser des formes, j'allais dire formalisées, pour faire un pléonasme un peu d'exercice du corps, c'est une histoire qui finalement est concomitante de l'histoire de l'humanité. Donc j'allais dire depuis que l'homme a développé des sociétés un peu structurées, on utilise des formes de préparation physique en fait pour enfin, créer les conditions d'un affrontement avec son voisin, que ce soit une nation constituée dans les temps les plus récents ou que ce soit des groupes sociaux moins définis par le passé. Là où il y a peut-être une définition imposée d'emblée, c'est qu'effectivement le mot sport en fait renvoie plutôt à la formalisation la plus contemporaine en fait de ces exercices du corps, donc quelque chose qui a émergé dans les pays anglo-saxons dans le courant du 19e siècle. Et donc ce qui s'est passé avant, à l'époque moderne, ou à l'époque médiévale, ou encore avant, à l'époque antique. Alors, certains très dogmatiques diront que c'était pas du sport, que c'était autre chose. Mais effectivement, de manière générale, si sous le mot sport, on agrège en fait tout ce qui relève des exercices du corps, alors oui, il y a une filiation en fait à travers le temps. La préparation physique des soldats, que ce soit des citoyens soldats ou des soldats de métier, a été un objet primordial en fait dans le développement du sport depuis les plus anciennes décennies ou les plus anciens siècles de l'Antiquité, effectivement. Le tournant, en fait, 1870, c'est une des premières clés, en fait, pour rentrer dans la relation entre, de manière générale, le sport et la guerre. Et effectivement, à cette époque-là, un certain nombre de spécialistes, médecins, scientifiques font un constat de dégénérescence, hein. Le concept même est, j'allais dire, inventé par un médecin français au tout début de la décennie 1850. Avant, on parlait plutôt de dégénération. Voilà, il invente un nouveau terme de dégénérescence qui va prendre une acuité très forte autour de la guerre de 1870. Et c'est pas forcément simplement dans le rapport entre la Prusse d'ailleurs et la France, c'est dans le rapport général entre la Prusse et tous ses voisins, parce que la France, certes, va perdre la guerre contre la Prusse, mais elle n'est pas la seule. L'Autriche, Hongrie a perdu aussi une bataille à Sadowa quelques années avant. Et ça a des conséquences à travers toute l'Europe. Alors, on fait un constat de dégénérescence, mais c'est un tout petit peu plus compliqué d'une certaine manière. C'est simplement un espèce de décalage corporel entre ce qui est en train de devenir la nation prussienne et ce que sont les autres nations ou empires tels qu'ils existent à travers l'Europe. Et c'est en fait dû au fait que en Prusse, la gymnastique, on appelle ça le Turnen, hein, est utilisée dans la préparation des soldats depuis avant 1850, ou en tout cas depuis 1850 de manière très claire, et que donc on a d'un côté une armée qui corporellement c'est très, disons, qui est déjà très avancée dans sa préparation militaire, alors que de l'autre on est plus en fait dans une croyance que certaines nouvelles armes, des canons, des fusils suffisent en fait. Et donc on a une armée française, mais on a aussi une armée austro-hongroise ou une armée suisse qui en fait sont moins bien préparées
on va les considérer du coup comme dégénérées parce qu'elles sont moins préparées. Alors on va, j'allais dire, instrumentaliser les statistiques pour attester de cette dégénérescence. Mais globalement, en fait, c'est simplement une espèce de domination des armées prussiennes, alors par leur nombre, par l'équipement qu'elles ont aussi, hein, le corps ne suffit pas, mais également par la préparation corporelle des soldats. Et c'est ce décalage, en fait, qui va créer, à travers l'Europe entière d'ailleurs, une espèce de volonté d'imiter le modèle prussien pour engager aussi la préparation militaire corporelle des soldats en France, en Autriche-Hongrie, en Suisse, qui ne sera jamais concerné par le conflit directement, mais qui, ayant peur de la Prusse, sa voisine, va aussi mettre en place des choses, mais au-delà même de la Manche, alors que là, la menace est encore un tout petit peu plus distante. En 1870, l'année même, en fait, de cette défaite, on a une loi qui est passée pour l'Angleterre qui rend la gymnastique obligatoire à l'école, avec non pas simplement une arrière-pensée militariste, mais l'idée que c'est là qu'on doit commencer cette préparation militaire avec donc de la gymnastique. C'est clairement la gymnastique qui est alors, dans cette décennie 1870, l'outil principal pour organiser cette formation corporelle. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans l'intervalle d'une décennie, la plupart des pays européens, l'Angleterre, la France, la Suisse, même les pays scandinaves, mais aussi au sein de l'Empire austro-hongrois jusqu'aux pays aujourd'hui qu'on regrouperait sous la Tchéquie ou la Slovaquie, on a des lois nationales qui en fait rendent la gymnastique obligatoire. Alors, cette gymnastique, c'est quoi? Pour se la représenter, en fait, ça reste une espèce de gymnastique collective qui se fait sous une conduite quasi militaire. Les élèves, en fait, sont regroupés dans la cour pour un temps de 30, 45 minutes, voire parfois 1 heure. Et en fait, les élèves font des exercices en faisant face à ce qui est alors l'enseignant, en fait. C'est plutôt un officier, un sous-officier, donc si on devait être exact dans la dénomination, mais c'est donc des exercices collectifs où on leur demande de lever les bras droits 10 fois de suite, ensuite les bras gauches 10 fois de suite. Donc c'est vraiment ces images un peu de clichés qu'on a d'une gymnastique militaire absolument, j'allais dire, réduite à en fait une espèce d'imitation de ce qu'on pourrait imaginer être le contenu d'une formation militaire adaptée aux âges scolaires, donc la période qui va globalement de 10 à 15 ans à l'époque. Et c'est vraiment ça, cette gymnastique, qui est à ce moment-là introduite dans les écoles, avec cette idée d'organiser le dressage des corps à des fins futures militaires. Cette décennie 1870, avec à travers l'Europe la mise en place de lois qui rendent la gymnastique obligatoire, c'est un trait commun à toutes ces lois, c'est que des lois qui concernent une école primaire, à l'époque, hein, c'est l'école primaire qui concerne les élèves de 10 à 15 ans, et c'est une école primaire où les garçons sont concernés. En fait, les filles sont systématiquement exclues des premières versions des textes de loi. Alors après, selon les pays, on ira de manière plus ou moins évidente et de manière plus ou moins vite vers aussi, en fait, une gymnastique pour les filles, mais elle aura jamais cette visée militaire dans son corpus principal. Ce sera plutôt, en fait, une gymnastique, on va dire, d'ascendance plutôt médicale, hygiénique, mais qui, en fait, fait porter aux femmes aussi les causes, en fait, de la dégénérescence. Parce que si on a été battu par les Prussiens, c'est évidemment pour leur préparation à eux, mais c'est aussi parce que dans, j'allais dire, ce que les femmes ont comme responsabilité dans la maternité, puis après, effectivement, dans la continuation des générations, elles partagent la responsabilité de la dégénérescence qui donc est liée à des hommes qui seraient de moins en moins capables de porter les armes et des femmes qui en fait généreraient des enfants de moins en moins aptes dans le futur à porter les armes. Donc là, il y a comme deux faces d'une même pièce, même si dans certains pays, j'allais dire, la gymnastique féminine sera mise en place de manière beaucoup, beaucoup plus tardive. On peut penser à la Suisse, en fait, où l'obligation scolaire de l'éducation physique féminine ne verra le jour qu'en 1972, donc quasiment un siècle après l'introduction de la gymnastique pour les garçons.
si on veut réduire le champ en fait, de ces pratiques d'exercice corporel, on devrait considérer qu'il existe en fait trois grandes modalités de pratique. Il y a la modalité militaire qui va devenir une modalité civile à travers l'école. Donc c'est cette gymnastique très formalisée où en fait on fait des exercices en groupe, en ligne, finalement comme un régiment le ferait pour se préparer à la guerre. Alors évidemment quand on a des enfants de 10 ans, on est moins directement en train de donner des ordres à consonance militaire, mais l'ambition, on la voit bien, elle est lisible. L'ensemble des manuels qu'on peut trouver pour les années 1850 à 1900, en fait, ne font que finalement mettre en ordre ces différentes consignes qui doivent être données devant les élèves. Et nul doute d'ailleurs que pour les élèves, c'est relativement répétitif parce que le degré de, de- de flexibilité dans les ordres donnés est réduit. Et donc, en fait, chaque semaine, on reprend les mêmes choses. Alors, ça, c'est une consonance, j'allais dire, continentale européenne, prussienne. On a aussi des racines françaises, en fait, derrière cette gymnastique militaire qui va devenir civile à travers l'école. À côté de ça, il y a une deuxième gymnastique, en fait, qui existe, qui est plutôt liée, en fait, à des racines scandinaves. Et c'est ça, c'est cette gymnastique plutôt hygiénique, plutôt médicale, où on est plutôt face à une gymnastique qui tente à l'individualisation, c'est-à-dire on est plutôt dans le constat de certaines pathologies, comme notamment les scolioses en fait sont la grande pathologie qu'on essaye de combattre avec cette gymnastique, qu'on appelle d'ailleurs suédoise, mais qui est en fait scandinave, parce qu'elle a une version danoise, comme elle a une version finlandaise aussi, mais on la regroupe sous la dénomination de gymnastique suédoise. Et donc celle-ci, elle est aussi existante sur le continent, elle est définie en Scandinavie dans la première moitié du 19e siècle, puis après, ces ambassadeurs vont euh, parcourir le continent, vont la diffuser, on la retrouve à Paris, il y a des petits instituts qui la promeuvent à Paris, il y a des instituts qui la promeuvent à Londres, en territoire prussien aussi. De la même manière, en fait, en Scandinavie, on retrouve des défenseurs d'une gymnastique plus militaire, donc on voit que les deux sont en dialogue, elles existent. Et à côté de ces deux versions de gymnastique au pluriel, on trouve finalement la dernière racine des pratiques d'exercice corporel, c'est le sport, ou les sports modernes, qui eux existent plutôt sur les îles britanniques. On est là plutôt face à des ancêtres du football, du rugby, du tennis, qui dans la première moitié du 19e siècle sont en phase de formalisation, de codification. On joue sans doute pas au football et au rugby à l'époque, on joue un agrégat de football et de rugby, les règles sont définies au début de chaque rencontre, mais on est clairement sur quelque chose de plus ludique, qui est d'ailleurs pratiqué aussi par la grande bourgeoisie, l'aristocratie, qui se regroupe dans des institutions d'éducation, en tout cas qui regroupe ses enfants dans des institutions d'éducation un peu à part. Et c'est là, en fait, que cette troisième modalité va émerger aux alentours de 1850. Dans certaines sociétés de gymnastique, euh, les premières créées en France dans la décennie 1860, puis après dans la décennie 1870, on faisait aussi de l'athlétisme. En tout cas, ce que nous, aujourd'hui, on décrirait comme de l'athlétisme était au programme des sociétés de gymnastique. C'était sans doute le cas aussi en Prusse, où on ne faisait pas que de la gymnastique militaire, mais probablement aussi, d'ailleurs, peut-être déjà aux alentours de 1860, des jeux de balle, qu'on n'a pas rentré au football aujourd'hui parce que on jouait avec les pieds, mais en mélangeant ça avec les mains, etc. Donc, c'est un peu l'indifférenciation qui règne. En 1850, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à travers l'Europe, les trois versions, sportive, gymnastique suédoise hygiénique ou gymnastique militaire tendant à devenir civile, sont en dialogue. Elles coexistent. On a des Britanniques qui sont venus sur le continent, on a des ambassadeurs suédois qui sont présents à Londres, etc. Il y a un phénomène qui est extrêmement intéressant à noter, c'est que dans ces débuts de cet associationnisme sportif, si on veut, ou gymnique et sportif, sont concernés principalement les gens, pour le dire de manière même à mon avis un peu exagérée, entre 15 et 25 ans.
en dessous de 15 ans, on fait ce que l'école nous demande de faire, quand l'école nous demande de le faire. À noter quand même qu'avant 1870, on avait déjà de la gymnastique dans certaines écoles, hein. C'est pas, enfin, les lois, comme d'habitude, en fait, ne créent pas un état de fait, elles valident plus généralement un état de fait. Donc, dans les premières décennies du 19e siècle, on a déjà des écoles qui, dès 1820, 1830, à Paris, principalement dans les grandes villes, mais aussi dans des plus petites villes des différents pays européens, on a déjà de la gymnastique à l'école. Donc la loi, elle essaye de faire monter ça à l'échelle nationale, mais elle valide plutôt un état de fait. Et les sociétés sportives qui accueillent des jeunes gens, donc entre 15 et 25 ans, s'occupent de la période qui suit directement la période scolaire. Et donc elle va être ou elles vont être en charge de former les jeunes gens entre le moment où ils sortent de l'école obligatoire et le moment où ils vont rentrer à l'armée. Donc 15, 21 ans, après certains y restent jusqu'à la fin de leur service militaire, mais globalement, à partir de 25 ans, on arrête en fait de faire du sport et on participe plus à cet associationnisme-là encore, qui après évidemment s'étendra et aujourd'hui on est dans une société sportive de 7 à 99 ans, mais à l'époque, les sociétés sportives se mettent en place et existent pour en fait poursuivre la formation militaire, quel que soit le sport qui soit concerné ou l'activité concernée, pour les années qui suivent en fait, ou pour les âges qui suivent ceux de la scolarité obligatoire. La Première Guerre mondiale est un moment important en fait de la structuration du sport, mais à l'échelle européenne, on pourrait même le dire, hein. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. Alors évidemment, il y a un premier élément qu'il faut dire, c'est que la Première Guerre mondiale va stopper de manière assez nette, on va dire, la dimension internationale du sport. Ces rencontres qui ont été structurées, alors très structurées à travers le mouvement olympique. Évidemment, les Jeux olympiques de 1916 prévus à Berlin n'auront pas lieu, donc là, il y a un fait tout à fait avéré d'arrêt en fait du sport international. Dans le football, on n'a pas encore de compétition internationale, hein. La Coupe du Monde, ce sera 1930. Mais on a déjà des rencontres qui se sont mises en place. La France et la Suisse se sont déjà rencontrées 5 fois, par exemple, en 1914. D'autres pays se sont même rencontrés plus encore. On peut penser aux différentes rencontres au sein des îles britanniques. On peut penser à ce qui est en train de devenir un classique entre la Belgique et les Pays-Bas. La guerre va arrêter en fait ça. Alors évidemment, c'est vrai pour la Belgique et les Pays-Bas qui sont directement concernés par la guerre de position que sera la Première Guerre mondiale en Europe. Mais globalement, tout ralentit, voire disparaît. Par contre, ce qu'on observe, c'est que à l'intérieur de chaque pays, la Première Guerre mondiale va plutôt être propice à des formes d'essor du sport, au sens très large, euh, parce qu'en fait, on est comme dans une espèce de moment de stase. Évidemment, il y a un premier moment de sidération, où tout s'arrête, mais tout s'arrête, on va dire, de manière quasi intégrale. Mais c'est pas seulement vrai pour la vie sportive, c'est vrai pour la vie culturelle en général, etc. Puis on rentre dans une deuxième phase à partir de l'année 1915 où quelque part la vie continue, où elle doit continuer, et donc on va retourner au cinéma, on va retourner dans sa société de chant, et on va retourner finalement faire du sport, et ça va finalement entraîner la recherche de ces activités qu'on peut faire autour de chez soi, un effet bénéfique pour les activités sportives. Et c'est très vrai pour le foot qui, dans la plupart des pays européens, va en fait voir le nombre de clubs existants euh, se multiplier, le nombre de personnes inscrites dans les clubs se multiplier aussi. Et donc, voilà, on a vraiment un truc qui fait que la guerre est clairement une opportunité, alors il faut mettre ça entre guillemets, pour le monde sportif, avec cette logique, comment dire, un peu qui est de l'ordre de la mécanique, si vous voulez, statistique, c'est-à-dire, on se demande souvent pourquoi un club sportif émerge. Alors, c'est souvent des gens qui se connaissent, qui ont un intérêt pour une activité commune, qui en fait vont créer un sport, ou un club et qui après fait faire le sport. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ben, le foot, malgré tout, se joue à 11 contre 11, et quand dans un club, vous arrivez, vous êtes le 16e, le 17e, le 18e,
Si on vous dit, ben, oui, on te prend dans l'équipe, mais tu seras le 17e, donc en gros, tu vas jamais jouer, ben, peut-être qu'il va y avoir une agrégation du 17e, du 18e, du 19e pour dire, ah, mais attends, si dans notre quartier, on va aussi faire un club, ça serait cool. Et donc, selon cette logique purement mathématique, on sait qu'en fait, notamment dans les villes, on a un nombre incalculable de clubs qui sont créés. Alors après, il se trouve qu'en plus, peut-être le 17e, le 18e, le 19e du club précédent sont en fait du même pâté de maison. Et donc, on va avoir même un nom de club qui va émerger, qui sera le nom du pâté de maison. Et c'est comme ça que vont finalement se développer les sports. Alors, l'exemple du football est le plus parlant, mais selon qu'on s'intéresse à différentes activités, on retrouve des logiques assez similaires. D'ailleurs, dans plusieurs pays européens, euh, j'allais dire grâce à la guerre, en fait. Les sorties de guerre sont intéressantes de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec des belligérants qui sont parfois les mêmes, parfois d'autres pays. Après la Première Guerre mondiale, on est plutôt sur une question un peu idéologique quand même, parce que bah, finalement l'Allemagne a certes été battue, mais elle n'est pas réduite en poussière quelque part, elle existe, et en fait elle sera malgré tout bannie en fait, des Jeux Olympiques de 1920 et de 1924. Elle pourra reparticiper à partir des Jeux Olympiques de Saint-Moritz en 28 et des Jeux d'été à Amsterdam quelques mois plus tard. Mais en fait, on lui fait payer le prix de la guerre pour la seule raison en fait d'avoir été la nation qui a déclenché la guerre en fait quelque part. Et ça, c'est intéressant. Au sein du football, on est dans une situation d'une certaine ambivalence quand même si assez rapidement, alors la Coupe du Monde n'existe qu'en 1930, donc on est moins embêté, j'ai envie de dire, avec la grande compétition de la FIFA qui n'existe pas. Et donc, la question, c'est plutôt est-ce qu'on réautorise les pays à jouer les uns contre les autres? Est-ce que la France peut rencontrer l'Allemagne? Est-ce que la Suisse peut rencontrer l'Allemagne, etc. Et le cas suisse, alors, est intéressant parce que pays, alors quadrilingue, mais notamment très bilingue, on a une zone germanophone qui, dès 1919, ne serait pas contre l'idée de rejouer contre l'Allemagne, et une zone francophone qui est plutôt contre cette idée. Les autorités du football du pays autorisent l'équipe nationale à rejouer contre l'Allemagne. Ça crée une tension assez forte entre les deux régions linguistiques et ça ira même jusqu'à ce que la France doive se positionner en disant mais si vous rejouez contre l'Allemagne, nous on ne rejoue pas contre vous. Et là, il y a tout un tas de discussions en fait qui vont avoir lieu, mais globalement, on réaccepte de se rencontrer dès 1921-1922, au motif aussi que la jambe universaliste olympique coubertinienne, hein, Coubertin est président du CIO jusqu'en 1925, est encore très présente et donc voilà, on va pas se faire la tête ou on va pas s'ignorer trop longtemps. Pour les Jeux Olympiques, ça va rester assez fort, mais voilà. Si on passe à l'après-Seconde Guerre mondiale, les deux principaux visés par, euh, par l'interdiction de participer aux Jeux Olympiques, c'est le Japon et l'Allemagne, les deux principaux pays belligérants. Euh, qui en fait alors, sont bannis en fait pour le Japon, alors pour une question encore un peu idéologique, mais l'Allemagne, on a une espèce de double peine. C'est qu'évidemment, elle a eu sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale, mais en plus, l'Allemagne, j'allais dire politiquement, n'existe pas jusqu'en 1949, puisqu'il n'y a pas d'État allemand. Il y a un pays qui est morcelé, alors entre une partie qui est revenue à l'Est plutôt dans la sphère d'influence soviétique, et finalement trois zones d'influence à l'Ouest, entre les Britanniques, les Américains et les Français, qui administrent le territoire, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a plus de fédération de football, elle a été dissoute, et donc ben, on ne joue pas. Alors intéressant, c'est que quand on regarde dans le détail, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Il y a au niveau local, des matchs entre des régiments américains et des clubs allemands qui, s'ils n'ont plus de fédération nationale, continuent à exister.
Il y a des matchs de part et d'autre du Rhin entre Strasbourg et des villes allemandes de l'autre côté. Il y a des matchs entre des villes suisses et des villes allemandes du sud du pays. Les choses existent, on a envie de rejouer. Alors la FIFA voit ça d'un assez mauvais œil et en fait les nations qui font ça sont plutôt pénalisées. On essaye de les pénaliser. Ça marche pas beaucoup parce qu'en fait les gens ont envie de jouer les uns contre les autres et souvent ben, la ville allemande en face de l'autre côté de la rivière elle est plus proche que un club qui serait du même côté de la rivière en fait quelque part. Donc c'est intéressant. Le choix des premiers lieux d'organisation des compétitions va être conditionné avec des éléments de neutralité, hein. Les Jeux Olympiques de Saint-Moritz en 48, pardon, sont organisés à Saint-Moritz parce que globalement, euh, la Suisse, territoire neutre qui a été relativement peu touché par le conflit, qui y a participé, mais de manière, j'allais dire secondaire, peut organiser les Jeux. Donc on donne ça à Saint-Moritz en 48. On va faire les Jeux Olympiques d'été à Londres. Alors, c'est pas un territoire neutre de facto, mais on est plutôt dans une logique de remerciement de celui qui a résisté face à l'envahisseur nazi à ce moment-là, même si, pour des problèmes notamment de conversion de monnaie, en fait, il y a, pendant l'hiver 47-48, encore quelques doutes sur le fait que ça soit possible d'aller à Londres. Donc, c'est pas aussi évident que ça, sur le plan strictement organisationnel. Mais voilà. Et la FIFA fera un choix similaire en organisant au Brésil la première Coupe du Monde de 1950 pour en fait explicitement, et ça les procès-verbaux le disent, choisir un territoire hors de l'Europe, qui a été malgré tout le principal champ de bataille en fait de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y en a eu à travers le monde, hein, mais disons l'Europe a été le principal lieu des affrontements. Donc on va au Brésil pour s'éloigner de l'Europe, et d'ailleurs on choisira la Suisse en 54 et la Suède en 58 pour, pour en fait faire durer ce principe de neutralité pendant très longtemps, quoi. Ça, c'est un élément quand même aussi à avoir en tête, avec une histoire qui, comme souvent, sera un peu, j'allais dire, capricieuse, puisqu'en 54, la Coupe du Monde elle est organisée en Suisse, donc sur territoire neutre, mais que c'est l'Allemagne qui réussira dans cette Coupe du Monde 54 son vrai retour sur la scène internationale, en remportant la compétition dans ce que l'histoire a retenu comme étant le fameux miracle de Berne, où à l'époque l'équipe allemande réussit à battre la Hongrie, qui est, elle, la grande nation du football du début des années 50, qui restait sur une série d'invincibilité de plus de 30 matchs et qui perd en finale. Alors, il y a des soupçons de dopage déjà, il y a des soupçons de corruption, mais voilà, toujours est-il que pour l'Allemagne, c'est, j'allais dire, l'an 1 de son histoire sportive post-Seconde Guerre mondiale. Les Jeux Olympiques de Berlin, 1936, si on y inclut ceux de Garmisch, mais qui reste toujours portion réduite dans les textes, les Jeux Olympiques de Berlin sont probablement le fait sportif qui a reçu le plus d'attention académique et médiatique. Je dis médiatique pas au sens relater les faits sur le moment, mais dans le fait que certains journalistes ont aussi écrit des travaux là-dessus de manière plus ou moins documentée. On est clairement face au fait sportif le plus connu. Et j'ai souvenir en fait de premiers enseignements il y a plus de 20 ans, où en fait je présentais ça, on discutait de ça, et en fait, si on regarde l'histoire même la plus récente, on se rend compte que ben, ça a été un laboratoire assez fascinant finalement, ces Jeux Olympiques de Berlin. Alors, probablement que la période de la guerre froide a aussi donné lieu à des affrontements idéologiques, mais on était dans le cadre d'une guerre froide, mais que si on regarde l'histoire encore plus récente, alors évidemment les Jeux de Sochi ont, à la lumière de ce qu'on sait maintenant depuis quasiment 10 ans, depuis leur organisation, sont à mettre sans doute dans la même catégorie en fait que les Jeux Olympiques de Berlin dans cette instrumentalisation d'un événement sportif par un pouvoir politique autoritaire pour servir en fait le blanchiment de son image sur la scène internationale quelque part. Hitler le fera avec un brio qui sera sans doute difficile à reproduire à l'identique,
aussi parce qu'on était dans un cadre médiatique bien particulier où ce qui reste, en fait, c'est aussi les films qui ont été produits sur place, notamment le film de Leni Riefenstahl, en fait, sur les Jeux. Évidemment, au XXIe siècle, c'est plus compliqué d'être dans ce côté-là, mais à y regarder de plus près, à consulter les documents des Jeux de Berlin, il y a une mécanique qui est à s'y méprendre la même que celle que Vladimir Poutine mettra en place en 14, en fait. Et probablement, alors, on espère que l'histoire n'aura pas un caractère cyclique trop systématique, mais probablement que les Jeux de Pékin 2008, alors peut-être un peu moins, mais la combinaison avec les Jeux de 2022 crée quelque chose finalement aussi de l'ordre de la mise en scène d'un régime autoritaire et d'un blanchiment de son image sur l'international, que d'ailleurs la Coupe du Monde, et la dernière en date au Qatar, a fait aussi et pourrait être amenée à refaire dans le futur. Effectivement, l'histoire des Jeux Olympiques, on va dire pendant la guerre froide, c'est l'histoire de quelques boycotts. Alors quelques, disons, il y a trois logiques en fait de boycotts qui vont exister euh, pendant la guerre froide. Il y a un grand boycott tel qu'on le connaît, qui est en fait le boycott d'un bloc contre l'autre, en fait, qui est le boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980, où le bloc de l'Ouest, pardon, donc occidental, conduit par les États-Unis, va en fait va organiser un boycott des Jeux Olympiques qui sont organisés à, à Moscou. Alors, tous les pays de l'Ouest ne boycottent pas, il y a différentes situations qui existent. Certains pays ne boycottent qu'avec une partie de leur délégation, enfin c'est assez compliqué, mais toujours est-il que ça engendre une réponse 4 ans plus tard avec les Jeux Olympiques de Los Angeles, où là par contre c'est le bloc de l'Est qui ne viendra pas aux compétitions. Si on descend d'un cran au niveau des championnats du monde, on a des boycotts similaires qui existent entre les deux grands blocs. On le voit notamment autour de certains championnats du monde de gymnastique, où d'un coup, ben, on se dit, ben non, finalement, on n'envoie pas nos athlètes à tel championnat du monde parce qu'il est organisé ici. Un exemple, les championnats du monde de gymnastique rythmique, 1975 à Madrid, en fait, ben, ont lieu juste après en fait, la mort de Franco, et ça va entraîner un boycott des pays de l'Est qui, face au tournant en fait, de l'Espagne, qui est juste en train de voir le jour, ben, préfèrent ne pas participer. J'ai notamment pu faire des entretiens avec des athlètes en Bulgarie qui m'ont expliqué qu'elles étaient en fait déjà sur la passerelle de l'avion quand le commissaire politique est venu en leur disant non, non, on peut pas aller à Madrid, Franco est mort, il y a un risque que ça devienne une démocratie, et le risque c'est qu'après les athlètes se servent de leur voyage pour en fait ne plus revenir. Ce qu'on a observé à plusieurs occasions d'ailleurs. Ça, c'est le premier grand boycott qui va exister, ou les premiers boycotts, c'est entre l'Est et l'Ouest. Après, on a des boycotts intra-européens, en fait, qui existent euh, par anticommunisme, en fait, quelque part. C'est pas selon une logique, j'allais dire, méta de Est contre Ouest ou Ouest contre Est. C'est une logique plus précise. On l'observe notamment au moment des Jeux Olympiques de Melbourne en 56, où un certain nombre de pays, on peut penser aux Pays-Bas, on peut penser à l'Espagne, en fait, ne vont pas prendre part aux Jeux Olympiques de Melbourne, qui ont lieu quelques jours après l'invasion de Budapest par les chars soviétiques, et qui n'y vont pas en fait pour que leurs athlètes ne doivent pas concourir face aux soviétiques en fait. Donc là, c'est plutôt des formes d'anticommunisme en fait qui existent en Europe, qui organisent ça avec un tout petit élément de détail, mais je le place quand même, c'est que la Suisse est souvent, si on va sur Wikipédia, elle est placée comme ayant boycotté les Jeux de Melbourne. Alors c'est sans doute un des pays les plus anticommunistes euh, en Europe, mais la Suisse n'a jamais décidé de boycotter les Jeux de Melbourne. C'est simplement que son inorganisation politique au niveau fédéral va faire durer les discussions trop longtemps, et que quand elle décide d'y aller, parce qu'elle prend la décision d'y aller, elle a perdu le bénéfice de ses billets d'avion. Et donc, en fait, c'est pas un boycott, c'est en fait, c'est une non-participation, si on veut. Mais permet de fermer la parenthèse. Le troisième grand boycott, ou les troisièmes boycotts qui existent, c'est des boycotts qui sont liés à l'apartheid, en fait. Donc, c'est des boycotts de pays africains
qui s'oppose à l'apartheid qui existe en Afrique du Sud et qui ben, ne participe pas aux Jeux Olympiques, notamment dans les années 60, pour réclamer la fin de l'apartheid et pour s'opposer au CIO qui accepte l'Afrique du Sud sans forcément lui demander des comptes sur sa politique raciale. Et donc là, on a un certain nombre de boycotts principalement africains qui existent. Donc ça, c'est les trois logiques, alors plus ou moins proches, j'allais dire, des grands axes de ce qu'est la guerre froide, mais c'est comme ça en tout cas qu'il faut lire cette histoire des différents boycotts. Ils ont la grande marotte des institutions sportives, ce qu'elles placent d'ailleurs dans leur statut de manière assez explicite dès les premiers articles, c'est cette notion d'apolitisme, ou en tout cas de volonté de rester à l'écart de la politique, quand bien même ce qu'elles font n'est que de la politique en fait. Continue à exister dans le sport des formes d'opposition nation contre nation. Les journalistes se servent souvent en fait de clichés au long cours quand un match a lieu entre l'Allemagne et la France, entre des pays qui ont été en guerre. On sait que certaines choses montrent qu'en fait la guerre continue à être un élément important. Sinon, comment comprendre que Israël soit membre en fait de l'UEFA et pas de la Confédération asiatique? C'est pour ne pas tomber dans des groupes de qualification où elle devrait aller jouer des matchs chez ses voisins, principalement. Sinon, il n'y a pas d'autre explication en fait à- à mettre sur la table. Donc, on voit en fait que oui, la question guerrière en filigrane, elle est toujours présente. La guerre continue d'influencer le déroulement du sport. On le voit, les Jeux de Paris sont touchés en fait par la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Et de part et d'autre, on joue le jeu du boycott ou de la volonté de participer ou d'accepter ou pas les conditions mises par le CIO. Donc on voit en fait que la guerre continue d'avoir un impact. Par contre, à l'heure où les armées nationales sont devenues des armées de métier, ben, la gymnastique à l'école sert plus au développement corporel et psychologique des élèves qu'à leur formation militaire. Et les gens qui s'engagent dans le sport n'ont plus que la guerre finalement comme horizon très très lointain, mais quasi inexistant en fait.